Yo yo les gars, j'espère que vous allez bien. Avant de vous laisser sur cet épisode, je tenais à vous expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer. Comme vous le savez, j'ai sorti le podcast qui s'appelle Le Podcast, où on ramène des entrepreneurs à succès qui ont pour but de vous motiver, de vous inspirer, de vous permettre de sortir de vos zones de confort. Différents entrepreneurs dans le domaine de l'investissement, dans le domaine des réseaux sociaux, dans le domaine des startups, dans le domaine du mindset. Tous ces entrepreneurs ont pour mission de pouvoir vous inspirer, de pouvoir les découvrir, voire les redécouvrir. Et cette série-là, elle n'est pas finie, il y a d'autres épisodes qui arrivent. Même en dehors du territoire français, j'ai plein de noms qui vont arriver petit à petit. Et croyez-moi, ça va péter. Mais il y avait un problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je voulais continuer à parler d'investissement. Mais je ne pouvais pas commencer à reparler d'investissement et ramener Simon et qu'on reparle, qu'on refasse un épisode du podcast alors qu'il est déjà venu. Donc, j'ai décidé de créer un nouveau podcast. Ce podcast-là, il s'appelle Invest Circle, le cercle de l'investissement tout simplement. Et c'est l'occasion pour moi de parler de ma passion numéro 1, l'investissement. Je me suis fait avec l'investissement, trading, crypto-monnaie, invest, toutes ces choses-là, actions de société, matières premières, l'économie en général, la finance. C'est ce que je kiffe le plus. Donc, pour moi, c'est l'occasion de pouvoir justement créer ce nouveau podcast-là. Bon visionnage, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter parce que ça prend vraiment du temps à faire toutes ces choses-là, je vous mens pas. Et ça prend du temps et ça prend de l'argent aussi, hein. Ça coûte, c'est pas gratuit les gars. Pour moi, j'ai gagné 0€ avec YouTube. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, comme ça peut-être on va rentrer un peu un jour. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau format de podcast. Aujourd'hui, on a décidé de changer totalement ce qu'on faisait de base, ce que je faisais de base, tout en gardant le même concept. Là, on va parler de ce que je kiffe le plus, l'investissement, l'argent, comment on va faire circuler l'argent, dans quoi investir, dans toutes ces choses-là. Donc là, on va garder le même format de base qui s'appelle le podcast, où on ramène des entrepreneurs à succès pour parler mindset, pour motiver les gens, pour leur faire en sorte de sortir de leur zone de confort. Mais là, ce podcast-là, ça va essentiellement parler d'investissement pur et dur. Le podcast, carrément, je vous demande maintenant, je ne sais pas exactement comment l'appeler. Je me suis dit, est-ce qu'on l'appelle la table ronde? Est-ce qu'on l'appelle Invest Table, en gros la table de l'investissement? Est-ce qu'on parle Invest Time, Money Talk, Invest Talk? Je vais mettre un sondage, je vous laisse y répondre dans les commentaires ou peu importe, je trouverai un moyen de le mettre. Mais vraiment, ouais, j'ai décidé de pouvoir inviter à chaque fois des nouvelles personnes ou des mêmes personnes pour discuter 1 à 2 fois par mois d'investissement parce qu'on est dans un monde qui évolue énormément. Et aujourd'hui, j'ai décidé de ramener 2 amis à moi, 2 entrepreneurs, 2 investisseurs aussi également de renommée qui ont énormément de résultats dans leur domaine. On va voir Simon, que vous connaissez pour la plupart parce que j'ai déjà fait un épisode avec. Et Rémi, comment vous allez les gars? Super, à toi? Ouais, super. Ça va, merci. Ça va? Ouais, merci de nous inviter. Avec grand plaisir. Du coup les gars, ce qu'on va faire, c'est simple. C'est que déjà, Rémi, je vais juste te laisser te présenter ce que tu fais dans la vie, ton âge, etc. Parce que certainement que les personnes qui regardent ce podcast ne te connaissent pas. Et Simon, voilà, je pense que vous le connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas Simon, on a déjà fait un podcast ensemble sur l'investissement. Donc Simon, vous avez juste à aller regarder son podcast, le podcast qu'on a pu faire ensemble, qui va justement résumer tout ça. Donc voilà. Rémi, je te laisse te présenter. Ok, du coup, moi j'ai 23 ans. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je me renseigne au niveau de l'investissement, au niveau de la bourse, au niveau de ces piliers-là. En parallèle du coup de l'école d'ingénieur que je suis en train de faire, que je suis en train de finaliser pour avoir mon diplôme. À la base, je voulais vraiment aspirer à devenir ingénieur parce que je pensais vraiment que c'était ça qui allait me permettre d'aller atteindre une certaine liberté financière, une certaine aisance et atteindre mes objectifs, que ça soit personnel, pro, peu importe. Et c'est vrai que j'avais entendu une phrase de Grant Cardone en 2020 qui m'avait fait vibrer. Ça avait été ne cherche pas un travail là où il y a ta passion, mais développe une passion là où il y a l'argent. Et du coup, je me suis dit, ok, il y a 4 piliers d'investissement, d'enrichissement dans le monde. Et du coup, voilà, il y a l'immobilier, il y a le business en ligne, business physique, il y a la bourse. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas me renseigner. Ouais. J'ai commencé comme tout le monde avec YouTube. Et de fil en aiguille, j'ai fini par faire de super rencontres comme vous deux. Ça fait maintenant plus de 2 ans et demi du coup, que je me forme soit à titre personnel, soit avec différentes formations que j'ai pu acquérir à droite à gauche et des connaissances. Et c'est vrai que je suis encore novice, contrairement à des Warren Buffett ou peu importe. Ouais. On est tous novices comparé à lui, je pense. Dans le milieu, mais je suis vraiment très, très content des performances que j'ai pu faire. Et voilà, j'ai pu faire des conférences un peu partout en France, que ce soit à Paris, Toulon, Toulouse. Et le but, c'est de développer ça un maximum. Ouais. Attendez, excusez-moi, je vais mettre mon tel, on n'est pas dérangé. Du coup, ouais, parfait. Et tu peux dire aux gens d'où tu viens? Moi, je viens de Toulon.
Je suis natif de Toulon. Les gars, aujourd'hui, on a ramené Simon qui vient de Rouen. Bon, ça va. Et Rémi qui vient de Toulon pour ce podcast. Juste pour ça, ça mérite un petit like, un abonnement, vous connaissez. On a fait les choses en grand pour vous, pour créer du contenu. Et Simon, ça va? Ça va et toi? Frérot, rapproche-toi du micro, t'abuses, là, t'es archi loin. Clairement, comme ça. Du coup, aujourd'hui, Simon, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, nickel. Quoi de neuf depuis la dernière fois dans le domaine des cryptos, là? Bah écoute, pas mal de choses, hein. Le marché est reparti. Je me rappelle plus exactement ce qu'on avait évoqué comme scénario. Il me semblait qu'on attendait encore une petite baisse, quelque chose comme ça. Mais que toi, tu étais assez haussier sur le marché de mémoire. Bon, le marché est reparti, il a accumulé encore pendant quelques semaines. Et là, on a de belles performances actuellement. Ouais. On a un Bitcoin qui s'approche des 40 000 dollars et qui va faire ça très très rapidement, je pense. Ouais, et bah, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je sais que ce que j'ai dit, ça s'est réellement passé. Pour ceux qui se rappellent pas, je mettrai peut-être un extrait, hein, si j'ai la foi, je vous mens pas pendant le message. Et ouais, il y a ceux qui pensent ça, et moi je suis encore d'une autre école, je pense qu'il va arriver beaucoup plus tôt que prévu, tu vois. Ouais. Après, je sais que t'es pas d'accord avec ça, mais moi je suis convaincu qu'ils vont, entre guillemets, comme si quelqu'un gérait tout ça. Ah, bien sûr. Mais je pense que tout le monde s'y attend, tout le monde s'attend justement à ce que ce soit bientôt, et qu'il y ait un autre crash. Moi, je pense que là, dans les semaines à venir, on va encore avoir des mauvaises nouvelles. Parce que là, voilà, dans le climat dans lequel on est actuellement en août, il y a eu des mauvaises nouvelles. Ensuite, ça a pété avec les ETF. Ensuite, c'est redescendu. Là, ça calme un petit peu. Mais je pense qu'il y aura des mauvaises nouvelles qui vont arriver. Et ensuite, je pense que là, avec les airdrops qui vont sortir tous un par un, je pense que ça va officiellement lancer le bull run. De vous montrer un peu ce que j'avais dit. Mais j'avais dit que le marché allait surprendre tout le monde. Que tout le monde avait commencé à oublier le marché des crypto-monnaies. Et moi, j'étais quasiment convaincu que d'un coup, allait peut-être pas tout de suite, mais je pensais, en tout cas, sincèrement, que ça allait exploser vraiment rapidement. Pour justement, parce que tout le monde attendait le bull run, le halving aussi. le halving, exactement, c'est le mot que je cherchais. Le halving, mais on sait très bien que c'est pas le jour du halving que ça pète. Bien sûr. C'est soit avant, c'est soit après. Et là, ça a explosé. Bon, ça a fait. La plupart des cryptos ont fait x2. Certaines ont fait x3. D'autres ont fait x10, forcément, c'est normal. On a un Bitcoin qui a bien explosé. On a un Ethereum qui va pas surperformer, mais pas mal. On a un Solana qui est sorti de l'enfer. Ouais. Ça, franchement, j'y croyais pas. Et j'en veux à Simon d'ailleurs, parce que Simon m'a dit de ne pas y croire. Ouais, mais on a cru sur d'autres choses et actuellement d'autres cryptos Ouais, qui oui, font x12. oui, Donc, oui. est-ce que ton Solana fait x12? Je te pose la question maintenant, monsieur Ferger. Ouais, rien à dire. Mais c'est vrai qu'une fois, j'ai envoyé un message à Simon. J'ai dit, frérot Solana, tu me dis quoi? Est-ce que je pose ou pas? Il m'a dit non. J'ai dit, ok, Simon, j'écoute. Mais bon, c'est vrai que il a dit d'autres cryptos qui ont fait quand même des fois 12. Donc, rien à dire, respect Big Boss. Mais maintenant, là, on se retrouve dans une phase où, moi, même, je me pose la question, est-ce que je sors du marché pour réinvestir plus bas? Ou est-ce que je reste parce que ça va continuer à monter? Bien entendu, on n'est pas Madame Irma, on n'a pas une boule, on n'est pas une voyante. On peut pas savoir ce qui va se passer, mais toi, ton avis sur le marché aujourd'hui, Simon, après on passera à Rémi aussi, peut-être tu as un avis dessus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent déjà à prendre des gains parce que c'est vrai que faire x2 en quelques semaines alors qu'on a eu un marché baissier pendant plus d'un an et demi, 2 ans, c'est quelque chose qui peut faire, qui donne beaucoup de frissons à certaines personnes. Moi, personnellement, à titre personnel, si je prends des gains, c'est uniquement pour réinvestir beaucoup plus bas et donc avoir une stratégie assez active. Aujourd'hui, ce qu'il faut étudier, c'est comment est-ce que le marché réagit aux tentatives de baisse de ce dernier. Aujourd'hui, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une tentative de baisse assez prononcée, et quand on parle de retracement, c'est pas vendre et racheter 4% en bas, ça, c'est totalement inutile, mais on parle de 10, 15, 20%. On remarque que très difficilement, pour la plupart des alts et pour le Bitcoin et pour l'Ethereum, toutes les tentatives de dip, donc de plus bas entre guillemets, sont quasiment instantanément rachetées. Et donc à l'heure actuelle, je pense pas que ça soit la meilleure des stratégies si on n'arrive pas à observer de break à la baisse, parce qu'au final on se retrouverait à vendre des positions et que le marché continue à monter de façon parabolique. Et là on serait en dehors du marché et je pense que ça serait assez embêtant pour tout le monde à la veille du coup du halving quoi. Ok. Ouais, mieux vaut déjà être placé. Ouais. Être sur le terrain de foot pour pouvoir marquer des buts, alors que si t'es sur le banc, tu pourras pas réussir à marquer des buts, quoi. C'est clair. Parce que ouais, moi je me dis, on est tous d'accord, après vous me dites ce que vous en pensez, que ça va encore chuter. Je sais pas si vous pensez que là on est déjà parti et le halving, le bull run, on ne retrouvera plus les points bas qu'on a eu. Mais moi je pense que potentiellement on peut retrouver un Ethereum à 1005 bientôt. Ça va pouvoir chuter peut-être de moins 10, moins 20%
pour venir aller un petit peu combler tout ce qui s'est passé. Mais après, ça reste mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, ce que je trouve assez exceptionnel, ça a été la réaction du marché par rapport aux dernières news avec Binance. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment surprenant que le marché en fait ne chute pas plus que ça par rapport à toute la hype qu'on peut suivre dans les crypto-monnaies. À peine on avait une news sur FTX qui n'avait même pas forcément fait faillite, on avait vraiment eu des belles chutes au niveau de ce marché. Ouais. Et Binance a vraiment bien tenu et on voit que les acheteurs sont vraiment là, ils sont très présents. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de signe évident qu'on va avoir une énorme correction. Il va toujours y en avoir une à un moment donné, une petite, peut-être voilà, 10, 15, 20% maximum, mais voilà, parce que ça fait partie des cycles crypto, bourse, peu importe. Ouais. Mais c'est vrai que la pression acheteuse, elle est vraiment présente. Après, moi, il y a un indicateur que j'ai vu, c'est qu'il y a 84% des adresses Bitcoin qui sont en profit aujourd'hui. C'est la première fois depuis 2022-2021. Ça fait quand même une très grosse proportion de portefeuille qui est en profit. Donc je me demande par rapport à tous les concepts qu'on peut apprendre en investissement, si tout le monde en entend parler du Bitcoin, etc. Au bout d'un moment, il faut se dire qu'il faut peut-être sortir du marché. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant de voir autant de hausses, autant de profits. Même le S&P 500, la bourse américaine, qui a fait le meilleur mois de novembre depuis 1928. Donc c'est vraiment surprenant par rapport à ça. Ouais. Bah, en fait, après, je sais pas si c'est ce que tout le monde espère ou c'est ce que tout le monde voit, mais je pense que déjà, il y a beaucoup de gens qui espèrent que ça rechute. Parce qu'il y a plein de gens comme moi, hein, je dis la vérité, qui avaient beaucoup dans l'USDT, donc en stablecoin, à réinvestir. Et on attendait peut-être des fois des points bas ou des points trop bas, peut-être. Et ce qui fait que moi, j'ai la moitié de mon portefeuille qui est encore en stablecoin. Donc là, je suis dans la situation de me dire que est-ce que j'investis, quitte à ce que ça descende, bah, je perds quand même une partie de mon portefeuille, ou j'investis pas et j'ai la potentielle malchance que le train parte sans une partie de mon investissement. Bah, moi, pour ça, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent et qui sont dans ton cas, en fait, Alex. Ouais, Et pour moi, j'utilise une stratégie depuis le dernier bull run. Il n'y a pas de nom en vérité, mais en fait, je divise mon portefeuille par 3. Et justement, en plus de ça, hier, non, avant-hier, j'en parlais à quelqu'un, justement. Et je lui disais, qui était un peu dans le même cas que toi, aujourd'hui, j'ai peut-être que 5 ou 10% de mon exposé au marché. Comment est-ce que je peux faire aujourd'hui? J'ai pas envie de louper le train. Et bah, tu divises ton exposition en 3. C'est-à-dire que, imaginons, tu es à, je sais pas, 10 000 USDT, t'es pas rentré sur le marché. Et bah, tu vas prendre 3 333, donc 33%, que tu vas investir dès maintenant. En plus, aujourd'hui, là où on tourne, il y a quand même des prix entrées qui sont plus ou moins intéressants quand on regarde sur la plus grosse unité de temps du 3 jours ou du weekly sur pas mal d'altcoins. Et donc, en fait, si le marché monte, tu es en gain avec un tiers de ton portefeuille. Et tu pourras rentrer un peu plus haut pour renforcer. Si le marché chute, bah, tu as encore 2 tiers pour remettre plus bas et arrondir et enfin, redescendre ton PRU, ton prix de revient unitaire. ok. Donc, en divisant par 3, tu es toujours sur le marché. Ça te permet d'avoir vraiment une exposition en cas que ça pète. Ou si ça descend, bah, tu peux renforcer plus bas. Et tu prends le risque aussi, parce que c'est ça, quand on ne rentre pas sur les meilleurs points, et bah, on prend le risque de rentrer plus haut et de subir des pertes latentes. Ouais. Si être OK avec des pertes latentes, donc c'est des pertes qu'on n'a pas vendues, qui sont toujours en cours, donc on ne vend pas, et ben on peut faire appliquer cette stratégie-là. Ok, ok. Ouais, c'est vrai que j'ai eu les mêmes retours sur le bootcamp que j'ai pu faire sur un épisode. Il y avait une question qui m'avait été posée justement où je voyais qu'il y avait pas mal de personnes qui cherchaient uniquement d'avoir des points vraiment à la baisse où le marché va chuter encore plus pour réinvestir. Mais il faut pas oublier que quand le marché, de manière générale, il est censé être haussier. Donc il faut être en capacité de pouvoir quand même réinvestir des portions de son portefeuille, même dans des tendances haussières. Il faut juste déceler un petit peu les zones d'entrée, les niveaux, ou peu importe. Donc il y a différentes méthodes par rapport à ça, que ce soit avec un DCA de manière temporelle, ou avec un DCA, on va dire, plus en termes de zone de prix. Ok. Voilà, il y a différents types de stratégies, mais il faut vraiment se dire que même dans une tendance haussière, il faut être en capacité de quand même rentrer sur un marché pour pouvoir quand même poser ses pions et pas forcément attendre la grosse chute et le retracement tant attendu Ouais. dans le rouge. Parce que ça, moi, je pense que c'est l'éternel problème des gens, mais c'est ne pas sortir au bon moment, ne pas rentrer au bon moment. Je pense sincèrement, avec l'expérience que j'ai maintenant depuis 4-5 ans, que la perfection n'existe pas. C'est pas parce que t'es pas rentré sur l'Ethereum à $900 qu'à 1500 c'est un mauvais prix.
C'est pas parce que t'es pas rentré sur Bitcoin quand il était à son plus bas, je sais 15 000 ou 19 000, je sais plus c'est quoi son plus bas. 15 600 je crois. Ouais, c'était ça. C'est pas parce que t'es pas rentré à 15 600 que c'est un mauvais prix peut-être de rentrer à 30 000. Donc moi, je pars du principe là, mais c'est vrai que quand ça arrive, quand ça surprend, par exemple des grosses hausses comme ce qui s'est passé, en fait, t'as le seum de pas être dedans. Clairement, moi, j'étais enfin pas dégoûté. Je me dis, putain, j'ai quand même une bonne partie de mon portefeuille, hein, plus de la moitié en réalité, qui attend juste que je rentre. Et non, ça rentre pas. Enfin, je suis pas rentré malheureusement, mais je reste quand même convaincu un minimum qu'on n'est pas dans le bull run. Je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que actuellement, ça y est, le bull run a officiellement commencé ou pas du tout? Tout dépend de ce que tu appelles bull run en vérité, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une alt season où les alts s'envolent pendant plusieurs semaines non-stop? Je pense que non. Ok. Par contre, je pense qu'on est sorti du bear market, ça c'est sûr, depuis le début de l'année. On regarde juste le Bitcoin, hein, même si les alts ont pour la plupart peut-être sous-performé ou sont légèrement en profit. Ouais. On est sorti de ce bear market en début d'année. On a eu une année d'accumulation en 2023. En début d'année janvier, tu veux dire? Ouais, dès janvier. Ouais, ok. Dès janvier, le Bitcoin, tu vois, il a fait. Là aujourd'hui, il a plus 136% year to date en termes de performance. Donc c'est assez énorme balèze, en vérité. ouais, c'est balèze. Pour un soi-disant bear market, même si les alts ont pas mal morflé pour la plupart. Mais ce qui est factuel, c'est que le marché reprend des couleurs, que les zones d'accumulation sont en train de se briser. Quand je parle de zones d'accumulation, c'est sur des grosses unités de temps, du 3 jours, du weekly, du 2 semaines et du mensuel pour certains alts. Donc on est en train de changer de tendance. Après une alt season, je ne pense pas encore, c'est un peu trop tôt pour parler de ça. Surtout que voilà, le halving n'est pas encore passé. Le halving, historiquement, c'est un accélérateur de marché haussier. Si on regarde les graphiques sur les années précédentes au niveau du Bitcoin et on compare ça avec les altcoins, je pense que la dynamique a changé. Je dirais pas qu'elle est en train de changer parce qu'elle a changé depuis la rentrée en septembre-octobre. Après, alt season, je pense pas. Bull run, peut-être. Si un bull run, c'est une hausse généralisée du marché. Je pense que oui, on est en bull run, mais il faut rappeler quand même que le bull run, il y a toujours des moments opportuns pour rentrer sur le marché. Comme Rémi l'a dit, quand on investit, on se prépare à la hausse. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent justement, est-ce qu'aujourd'hui, si je ne suis pas rentré maintenant sur la dernière semaine, sur les zones d'accumulation, donc les plus bas des alts, c'est trop tard. Mais moi, la plupart des positions que j'ai prises sur le dernier bull run, je les ai prises quasiment après le halving, tu vois, pour la plupart, genre 70% de mon portefeuille. Ouais. Et ça ne m'a pas empêché de faire une énorme performance sur ce cycle-là. Donc voilà. Ok. Ouais, souvent les gens ils réfléchissent à tout ou rien. Soit ils arrivent à choper le plus bas, C'est ça. soit ils rentrent pas du tout. Ouais, c'est clair. Mais finalement, quand tu prends une augmentation, admettons, de 1000% de ton portefeuille, même si t'as pris que 1000% et que tu aurais pu prendre 2000 avec un prix d'entrée inférieur, c'est quand même 1000% et c'est une performance assez exceptionnelle en crypto-monnaie, quoi. Exact. Ok, super. Bah, Juste par rapport à ça, je vais ouais, rebondir. vas-y, pas de souci. Moi, par contre, je pense qu'on va vivre deux choses majeures par rapport à l'augmentation au niveau des crypto-monnaies et de ce secteur-là. La première pensée, ça va être par rapport du coup aux ETF spot Bitcoin que vont sortir BlackRock et d'autres compagnies d'ici le mois de janvier. Souvent, on parle de sell the news, buy the rumor. Moi, je ne pense pas que ça va être le cas à ce moment-là, parce que vraiment l'ETF va vraiment apporter un énorme flux financier dans le secteur des crypto-monnaies, Ouais. que ce soit avec les ETF ETH, ETF Bitcoin. Même si c'est une énorme news, je ne pense pas avec l'afflux financier qu'il va y avoir qu'on va vraiment vivre un énorme dump comme on pouvait avoir sur différentes news. Ouais, je pense vraiment pas. Ouais, l'adoption elle va être vraiment massive sur ce moment-là. Je pense pas que ça va être le plus gros bull run qu'on puisse connaître en crypto-monnaie sur les 10 prochaines années. Moi, c'est mon avis personnel. Je pense que quand on va avoir vers 2026-2027 peut-être un prochain cycle baissier et qu'on va reavoir un autre halving, le truc qui converge en fait, ça va être le changement de tendance au niveau de la finance traditionnelle et numérique, digitale. C'est qu'on va avoir l'arrivée des monnaies numériques de banque centrale dont tu avais parlé dans l'ancien podcast. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que d'un point de vue global, planétaire, on va vraiment avoir une grosse adoption de la crypto-monnaie parce que les gens vont vouloir se décentraliser de ces monnaies-là qui vont amener certaines résolutions d'un point de vue politique, mais beaucoup de problèmes d'un point de vue particulier. Et je pense que ça sera peut-être là la plus grosse adoption en crypto-monnaie qu'on puisse avoir. Mais prochainement, par rapport à 2024, les ETF, ça va vraiment jouer un gros rôle. Après, il y a beaucoup de personnes, j'entends, qui disent que le marché est déjà en train de pricer l'annonce des ETF.
Je pense. Et comme voilà, la bourse, c'est la reine des anticipations, c'est fort probable. Mais la pression acheteuse est là. Alors, voilà, on s'attend toujours à une correction. Franchement, moi j'espère que l'Ethereum retourne à 1200 ou 1500 On espère tous. pour pouvoir en racheter, mais faut rester vigilant, quoi. Mais on l'a vu, hein. Aujourd'hui, je pense que le marché a pris de la valeur avec la fake news supposée de l'ETF Spot. C'était au mois d'octobre. Il y en a eu plusieurs. Ouais. Il y en a eu. Il y en a une sur Bitcoin, une sur XRP Yes, tout à fait. Ouais. et une sur Ethereum. Ethereum, ouais. Il y en a eu trois. Ouais. Trois grosses. Après, il y a eu plein de petites, mais trois La grosses. première, c'était sur le Bitcoin. C'était Ouais. un tweet de Non, de c'était- Coindesk. Cointelegraph. Cointelegraph, Ouais. voilà. Cointelegraph, qui est un journal américain qui est assez connu, assez reconnu dans le milieu de la crypto, qui envoie un tweet ETF Bitcoin Spot va être accepté, etc. Ouais. dans les prochaines heures. Et du coup, là, le marché réagit directement. Moi, je m'en souviens que j'étais sur mon Explosion. téléphone Ouais, je me et rappelle que aussi. j'étais sur mon TradingView en même temps et qu'il y a eu genre 2-3 minutes de battement avant que le marché explose. Il y a eu une énorme bougie et au final, ça s'est avéré être une fake news parce qu'il n'y avait aucune source derrière. Ouais. Ça a très vite été démenti C'est d'ailleurs. ça, Ouais. tout à fait. Et le truc, c'est que le marché, il est redescendu assez rapidement. Mais Immédiatement. au moins, on a vu le potentiel de hausse si on avait cette adoption-là. Et au final, le marché, après, il a continué à monter parce qu'on a eu pas mal d'indices et d'éléments qui nous ont amené à penser que, au final, peut-être que c'était une fake news à l'instant T, mais que ça allait découler sur quelque chose de vrai dans les Ouais. prochains mois. De toute façon, après, je pense qu'ici, pour la plupart des personnes qui nous regardent, la question, c'est pas est-ce que oui ou non la TF va être acceptée, mais plutôt quand en vérité. Quand, Parce exact. qu'on sait très bien que ça sera. Parce qu'il y a eu déjà, ça pour en revenir à ça, c'était totalement fake. Et en plus, le gars, il avait acheté en futur je sais pas si tu savais. Sur Allbit, ouais. Ouais, j'ai il vu. avait, en gros, ils avaient retrouvé son compte. Et comme voilà, c'est transparent, ils avaient vu qu'il avait fait juste un trade. Mais ça, c'est un truc de fou, tu Mm. vois. Mais bref. Et ouais, et en plus, depuis déjà des mois et des mois, depuis qu'on parle de l'ETF, il y a un indicateur qui s'appelle l'Open Interest. C'est en gros le nombre de personnes qui s'intéressent réellement à ça. Au Bitcoin, du coup, c'était sur le Bitcoin. Et le truc explose, mais de mois en mois. Et on voit toujours des tweets passer avec, voilà, ça a encore pris 10% cette 1000 Open Interest, a encore pris tant de pourcents. Et on voit la courbe, elle est exponentielle. Et des gens de plus en plus commencent à s'y intéresser. Et en gros, c'est simple, c'est qu'il y a des insiders, donc des gens qui sont déjà au courant de ce qui est en train de se passer, qui sont en train de poser leurs jetons, mais Exact. à base de millions et de Futur. millions et de millions, quoi. Parce que l'open interest, c'est le nombre de positions dérivées qu'il y a sur le marché. Donc toutes les personnes qui vont trader en futur, Ouais. ça représente ça en fait. Tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a des insiders, comme tu dis, qui ont les informations avant tout le monde et qui vont sur les plateformes avec levier, donc comme Binance Future, Bybit ou plein d'autres si on va sur de la DeFi notamment, et qui posent leur argent avec du levier et qui se préparent avant tout le monde à une hausse du marché. Et du coup, forcément, si on a une hausse de 30% sur le Bitcoin en une journée et qu'ils ont un levier x50, là les gains ils sont Ouais. monstrueux, quoi. Ouais, exactement. Mais on va revenir sur un truc que tu as dit, Rémi, parce que je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais c'est Buy the Rumor, Sell the News. Ouais. Donc, en gros, si tu peux résumer ça rapidement, comment ça fonctionne, Alors, comment en- ça s'explique, on va dire. Ouais, en gros, il y a un principe et une théorie dans la bourse, ça s'appelle la théorie de Dow. Donc Dow comme le Dow Jones. Ok. Et la théorie de Dow, en fait, elle dit qu'il va y avoir une première phase d'accumulation et d'achat de la part des mains fortes et des investisseurs institutionnels à un certain prix. Mettons, pour l'exemple, on va dire à 1 $. Et ensuite, on va avoir une augmentation du marché due à l'offre et à la demande. Le marché va commencer à monter, etc. Et pendant cette ascension, il va y avoir des gens un peu plus performants sur la bourse en tant que particulier ou comme des hedge funds qui vont commencer à rentrer. Et ensuite, on va arriver dans une zone de distribution, admettons, où on est passé de 1 $ à 10 $. Et c'est à ce moment-là, dans cette zone de distribution, que les acheteurs institutionnels vont prendre leur profit. Donc, partant de ce postulat-là, en fait, c'est que quand il va y avoir une rumeur sur, une annonce, un ETF ou peu importe, là, en fait, le marché va commencer à monter parce que Ouais. c'est qu'une rumeur, mais ça veut dire que les investisseurs institutionnels sont déjà rentrés. Ouais. Et quand on va avoir celle de news, c'est-à-dire qu'une fois que la news elle est là, elle est présente, tout le monde la voit, que c'est mainstream, ça passe à la télé, sur TF1, peu importe, sur des journaux, en fait c'est là où les investisseurs institutionnels vont se dire ok, ça devient trop connu, ça devient trop mainstream, on va commencer à prendre nos profits parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir rentrer. Ouais. Et donc voilà, c'est ça, buy de rumeur, donc achète la En rumeur vrai, et vend la nouvelle. Ouais. Mais en fait, c'est juste tout bête. C'est que tu es au courant d'une information que tout le monde est au courant avant. Tout le monde sait. Les gens, ils vont pas attendre le jour officiel où ça sort pour investir. Une fois que c'est là, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? Ça explose pas. Tout le monde sort. Moi, la première fois que je me suis fait avoir pour ça,
C'était quand il y avait le groupe, là, je sais plus comment il s'appelle, c'est un groupe qui avait fait péter même il y a un documentaire sur Netflix qui avait fait péter l'action GameStop. Ah ouais. GameStop Sur ou Reddit. GameStop? Non, Ouais, c'était GameStop. C'était un groupe sur Reddit, ouais. Ouais. Un peu plus comme ça. qui avait fait en gros la petite histoire. C'était un groupe, putain, je sais plus comment il s'appelle ce groupe, je chercherai. Très très connu avec des milliers de personnes. Il y a un reportage sur Netflix, je sais plus comment il s'appelle. Ça s'appelle Crypto-monnaie ou je sais plus exactement. Je vous mettrai l'affiche comme ça, vous irez aller le voir si vous voulez. Qui raconte l'histoire de mecs lambda qui ont décidé de faire pumper, donc exploser le prix d'une action de GameStop. Parce que donc c'est un magasin de jeux vidéo qui est à 2 doigts de la faillite, donc il voit son action passer de rien du tout à exploser, à rien du tout à exploser, enfin vraiment des achats-reventes qui se faisaient par voilà, Wall Street, par les grosses institutions, par des mecs qui arnaquaient en fait littéralement des gens avec ça, tu vois, qui faisaient de l'achat-revente, achat-revente, 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 et ils se sont dit bah venez on va tuer toutes les banques. Et ils ont tous acheté en même temps, ça a fait exploser le prix, ça a relancé même carrément l'entreprise qui commençait à faire faillite. Maintenant, on en voit de plus en plus partout. Genre, c'est vraiment une histoire de fou, c'est exceptionnel. Ils n'ont pas eu le droit de faire ça, hein. Forcément, c'est interdit, c'est illégal de faire du pump and dump. Mais ils l'ont fait, une grosse communauté. Et là, ils annoncent, on va faire sur le XRP, à telle heure tout le monde achète. Donc moi, hypé comme un fou, je pose sur XRP, je suis comme un malade et tout. Le prix fait x3 ou x4 en 24 heures. C'est un pari. Et là, on est tous là. Moi, je suis en live, je me rappelle. On est tous là, on attend. C'est à 13 heures. On attend tous devant notre écran. Ça a déjà fait x4 depuis 24 heures. On est là, on attend. Parce que le XRP, il avait l'épisode de la SEC et tout, donc il était très très bas. Donc on attend. Et là, dès que l'heure arrive, il se passe rien pendant 2 minutes. Et là, pouf, chute monumentale. Et là, je suis en mode, oh my god, vite, tac, 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 faut que je sorte et tout. Au final, avec les frais, les trucs et tout, je suis sorti au prix d'entrée quasiment. Ah ouais, d'accord. J'ai perdu 100 balles parce qu'il y a eu les frais, ceci, cela, je sais plus quoi. Mais je sais que j'ai perdu 100 balles. Et c'était en mode, oh my god, la dinguerie. Et c'est là que j'ai appris Buy the Rumor, Sell the News. Et moi, j'avais un pote à moi qui m'a dit, frérot, je vais le lancer sur MT4 à la vente. Donc je vais trader dessus. Je dis, mais t'es fou quoi, ça va exploser, t'as plus de compte. Ah, malin. Il a fait all-in, que des lots exceptionnellement gros, bah. Et il a fait genre 3-4 chiffres comme ça en quelques minutes. Parce qu'il avait compris le principe que moi, j'avais pas capté. Genre, ça a été la même chose avec Messi. Messi au PSG, la crypto-monnaie PSG. Et dès que l'officialisation, elle est là, il passe à la télé. La minute d'après, boum. Pareil pour quand le Salvador avait officiellement comme monnaie le Bitcoin. Ce jour-là, ça avait bien chuté. Ça avait Bah, très c'est comme à chaque fois que MicroStrategy annonce qu'ils ont acheté je sais pas combien de Bitcoin, derrière ça chute. Ouais. Mais juste pour le mentionner aux viewers, ce n'est pas juste des particuliers ou quoi qui achètent tous ensemble de la crypto-monnaie pour que ça pump. Hein. Il s'agit vraiment de millions et de millions de dollars injectés d'un coup. C'est pas 1000 personnes dans le stade de France qui vont faire pump. Faut être conscient de ça. Ouais, exactement. Bah écoutez, nickel. Maintenant, on va passer à la partie actualité. Donc on en a parlé tout à l'heure, il y a plein de choses à voir. Mais première chose que j'aimerais parler, c'est quelque chose qui est tombé hier matin. Un épisode, je crois que c'est Télématin, un truc comme ça qui passe sur France 2. Je ne vois pas, je regarde plus trop la télé. On se demande pourquoi d'ailleurs. et on tombe sur un truc ahurissant. Je vais vous mettre la vidéo juste après, mais ouais, c'est en gros sur France 2. Je sais pas si j'aurai les droits de passer sur YouTube la vidéo. Si, c'est un extrait. Ouais, c'est un extrait. Je crois que je vais rogner, qu'on voit juste la tête des gens, il n'y aura pas de... Regarde, pour toi, extrait. Former et faire des bêtises comme tout le monde, n'est-ce pas Axel de Tarlet? Je parle ce matin de Christine Lagarde, patronne de la Banque Centrale Européenne, et de son fils qui visiblement fait n'importe quoi avec ses économies. Exactement, Christine Lagarde vendredi parlait devant des étudiants et elle a fait cette révélation choc que son fils avait perdu presque tout son argent en investissant dans des crypto-monnaies. Comme beaucoup de gens, j'ai envie de dire. Pourtant, sa maman lui avait dit de ne pas investir dans les crypto-monnaies. Elle a dit « Il m'a royalement ignoré ». Ce qui est son droit. Alors on rappelle ce que c'est qu'une crypto-monnaie. Crypto-monnaie, c'est une monnaie électronique qui repose sur rien. Sur rien. Ouais, c'est ça. C'est de la spéculation pure. Alors pourquoi ça fascine? Ça fascine parce que ça peut valoir 0,1 mais passer à 1, à 10. Ça peut passer de 0 à 10, fois 6, fois 100. Et notamment, donc c'est la spéculation pure, c'est ce que dit Christine Lagarde, mais c'est notamment très manipulé sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des crypto-influenceurs. Ce sont des influenceurs qui vous donnent alors non pas des conseils, hein, parce que ils se dédouanent, ils donnent des avis. Ouais, parce que comme ça, ils disent moi c'est mon opinion. Alors, sauf qu'ils sont très suivis, ces crypto-influenceurs, par type le fils de Christine Lagarde. Et alors, vous voyez, par exemple, il y en a un là, Crypto to the Moon. Donc lui, il va vous donner les cryptos qui vont
Jusqu'à la Lune. Elles vont aller jusqu'à la Lune tellement elles vont valoir beaucoup. En fait, que font-ils? Ils donnent des avis. Ensuite, la crypto monte. Eux, les petits influenceurs malins, ils revendent. Et celui qui a acheté, il a plus que ses yeux pour pleurer. C'est un petit peu ce qui est arrivé au fils de Christine Lagarde, qui a ainsi perdu jusqu'à 60% de ses économies. Bon, ça dit, quand on parle de crypto-monnaie, il faut mettre un S parce qu'il y en a plein. On est complètement paumé. Elles sont toutes à jeter, elles sont toutes à mettre sur le même plan. Alors, c'est vrai qu'hier, j'ai tapé crypto-monnaie sur Google. Vous avez les 10 meilleures crypto-monnaies pour investir en 2023. 7 nouvelles crypto-monnaies à découvrir qui sont prometteuses. Regardez les noms. Polkadot, Multiverse, il y en a une qui s'appelle Fantôme. Fantôme, faut pas y aller. Alors, ça m'a intrigué, Fantôme. J'ai regardé puisque c'est prometteuse. Regardez la gueule de Fantôme. Donc, vous voyez, c'est du grand n'importe quoi. Comment savoir alors, vous me demandez si elles sont toutes achetées. Oui, elles sont toutes. Bon voilà, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est ahurissant, on entend des trucs de fou, on entend que le fils de Christine Lagarde, je n'étais même pas au courant, en 2022, il a perdu 60% de son portefeuille. J'ai envie de dire comme tout le monde, parce que c'est normal de perdre de l'argent en 2022 si tu avais investi en 2022 sur la crypto. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, on est en bear market, il y a tout qui va avec. Mais c'est pas forcément ça qui me choque. Déjà, première chose, c'est pourquoi on sort ça en 2000... On est bientôt en 2024, on nous sort une info qui sort de 2022, qui sort de nulle part. On sait même pas si c'est vrai, j'étais même pas au courant que le fils de Christine Lagarde avait investi en crypto. Ouais, il s'agit de l'un des plus gros investisseurs particuliers européens. Ah, il est connu à ce point. Ouais, c'est un gars qui a Ok. pas mal. Ok, donc le fils de Christine Lagarde est pro-crypto. Ouais. Exceptionnel ça quand même, il faut qu'il donne des cours à sa maman, je pense. Mais bref. Et on nous sort cette info-là et on nous dit, les crypto-monnaies, mot pour mot, ça repose sur quoi? Ça repose sur rien. Les crypto-monnaies, ça vaut quoi? Ça vaut rien. Il y a une crypto qui s'appelle Fantôme. Haha, regardez, Fantôme. Et là, on nous montre un truc en daily avec juste du rouge. Un truc pourri, genre tu mets l'euro-dollar, l'euro-USD sur un graphique, il est rouge aussi. Pourtant, c'est pas la crise, on n'est pas... Donc ouais, c'est là, je me dis, c'est ahurissant. Il y a vraiment deux mondes, quoi. Il y a le monde de l'investissement et il y a les ignorants, mais c'est même pas ignorant, c'est... Là, c'est carrément ridicule. Tu peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Et en fait, c'est le problème. Moi, j'ai la chance de connaître quelques journalistes. Ouais. Et en fait, souvent, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à faire du papier, qu'ils sortent des news rapidement, plus vite que les autres. Et ils n'ont pas forcément tous les tenants, les aboutissants. Ils maîtrisent pas forcément les sujets. Moi, c'est pour ça que j'ai un peu du mal souvent avec certaines plateformes de journalisme qui se permettent de s'exprimer sur des sujets. Parce qu'à la limite, s'ils avaient fait venir un expert en crypto, etc., qui pouvait parler, il serait légitime de donner son avis. Alors que là, ce sont des journalistes normaux qui font leur boulot, mais qui parlent d'un sujet qu'ils connaissent pas et qui disent franchement des âneries. Après, c'est une question de français en plus. Je l'avais mis dans mon canal Telegram. Il parle d'une monnaie électronique. Il ne s'agit pas d'une puce, hein. C'est une monnaie numérique déjà. Donc à partir de vocabulaire de français, on voit qu'on est en déphasage, quoi. Et il y a beaucoup d'influenceurs entre guillemets crypto qui ont répondu à Cher, etc. Je vous mettrai des extraits pour ceux qui veulent voir. Mais ouais, surtout à un moment, ils ont dit il y a beaucoup d'influenceurs crypto qui vont vous donner des crypto-monnaies pour quand vous allez l'acheter, elle va exploser, il va prendre de l'argent, nanana. Et du coup, Simon, j'ai une question pour toi. T'as pas honte d'arnaquer les gens? En vrai, non. Franchement, je les arnaque quand ils gagnent de l'argent, tu vois. Donc en vrai, moi ça me va si j'arnaque les gens qui gagnent de l'argent. Ouais, mais c'est à cause de toi que les cryptos elles montent. Tu dis à 100 personnes d'acheter, forcément ça explose. C'est logique. Ouais, mais écoute, moi en vrai, j'ai pas de remords et s'ils ont un problème, qu'ils m'invitent sur France 2, je débattrai avec eux, tu vois. Tu pèses combien de milliards, Simon? Plus que BlackRock. En réalité, les amis, c'est en fait, il y a tellement de choses à dire sur cette vidéo. On pourrait y passer des heures, on pourrait y passer des heures. Mais premièrement, non, les crypto-monnaies ne reposent pas sur rien. C'est peut-être même plus safe que certaines banques, vraiment littéralement. On va pas se mentir. Depuis ces 2 dernières années, on a vu des banques faire faillite, une crypto faire faillite, le Bitcoin faire faillite. Je pense pas que ce soit possible. C'est impossible. Ça ne repose pas sur rien. Oui, c'est quasiment impossible. Ça ne repose non pas sur rien. Ça ne vaut pas rien. Et c'est pas juste de la spéculation. Il y a énormément de choses derrière qui vont faire en sorte que c'est un écosystème plus qu'autre chose. Et surtout, non, quel que soit l'influenceur crypto qui va vous parler, que ce soit Asher, c'est pas parce qu'il dit que cette crypto a du potentiel, qui donne son avis sur, voilà, on donne un exemple tout con, mais ouais, Fantôme, ça fonctionne bien, ça peut donner quelques pourcentages à l'avenir. C'est pas parce que Simon en a parlé sur un de ses lives qu'il fait régulièrement que le lendemain, la crypto a fait x100 et que Simon, il s'en met plein les poches parce qu'il en a acheté et il a dit à tout le monde d'en acheter.
Alors, ça fonctionne pas comme ça, c'est pas je sais pas comment fait ils pas ont bouger le sorti marché, ça. malheureusement. C'est impossible de faire bouger le marché, en tout cas sur des grosses cryptos avec des fortes capitalisations boursières. Capitalisation. ouais. J'arrive jamais à le dire. Capitalisation. Ouais, mais en fait, le principe de la crypto-monnaie, il faut le voir comme ça. Tu as une entreprise, par exemple, Chainlink, Ouais. qui pèse quasiment 8 milliards. Je crois qu'ils ont parlé de Chainlink en plus, non? Je sais pas, Je sais plus. j'ai pas vu. Ok. Mais ça pèse quasiment 8 milliards de dollars de capitalisation boursière. Ouais. En fait, quand tu vas acheter le jeton Link de Chainlink, en fait, c'est juste que c'est comme si tu achetais une part d'entreprise, Bien sûr. mais de manière décentralisée, Ouais. sans passer par la bourse traditionnelle. Parce que voilà, c'est comme ça que tu arrives à financer le projet, qu'ils arrivent à se développer. Chainlink, c'est un projet qui a vraiment de l'avenir d'un point de vue société, d'un point de vue fonction, et en réponse à un besoin sur le transfert de données réelles en données numériques et informatiques. Donc voilà, c'est comme si vous avez une entreprise tech qui fait ça et vous investissez dessus. Donc c'est juste une autre manière d'investir. Ouais. Donc ça ne repose pas sur rien, on parle vraiment, c'est comme de l'actionnariat finalement. Ouais, exact. Donc on le voit avec les airdrops, hein, quand on utilise les technologies d'une entreprise, on va être rémunéré par rapport à ça, en Ouais. fonction de à quelle hauteur on va utiliser leur technologie, quoi. Bah moi franchement j'ai hâte de voir s'ils vont répondre ou pas. Sincèrement je pense pas. En tout cas les mecs qui ont fait ça, enfin le gars justement je sais plus exactement son prénom, il se fait bien harceler sur les réseaux entre guillemets. Alors je le vois que ça l'arrobase de partout, même Asher il l'a arrobase, il a proposé de débattre avec lui. Au final je pense que ça va mener à rien, mais je me dis qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour que le gars arrive comme ça devant tout le monde. Après je pense pas qu'il y ait peut-être des millions de téléspectateurs tôt le matin sur France 2, mais je me dis c'est quand même abusé parce que des fois c'est à cause de ça qu'on a nos grands-parents, des gens qui sont totalement outsiders de tout ce domaine-là, qui vont commencer à nous dire, moi ça m'est déjà arrivé, hein, dire de ma famille, ouais mais t'en as pas marre d'escroquer les gens? Mais qu'est-ce que je fais de mal? Genre, j'ai juste que j'ai un domaine qui me passionne, c'est l'investissement. Il y a des phases haussières, il y a des phases baissières, c'est partout pareil. C'est comme dans l'immobilier, c'est pas parce que tu as vendu une maison à quelqu'un que tu l'as arnaqué. Parce que demain, il y a une crise immobilière. C'est le marché. le marché, c'est comme ça. Et quand tu es outsider de tout ça, c'est à cause justement, sincèrement, je pense aussi de certains médias qui vont diaboliser le domaine de l'investissement. Alors qu'en réalité, oui, il y a des gens qui vont devenir multimillionnaires grâce à la crypto, d'autres qui vont l'utiliser au quotidien pour travailler, pour construire le monde de demain. construire le monde de demain, faciliter des tâches qu'on fait quotidiennement, pour envoyer de l'argent, bref, il y a des dizaines et des dizaines et des milliers de choses qu'on peut faire et juste dire aux gens, c'est de l'escroquerie parce que tu donnes ton avis sur une crypto-monnaie, tu dis que tu peux l'acheter, que ça peut avoir tu peux faire des potentiels gains avec. On parle pas de devenir millionnaire si tu achètes un jeton ou tu mets 100 balles. Là, forcément, derrière, il y a des dérivés qui vont un peu plus loin, mais c'est pas parce que tu donnes des conseils sur les réseaux sociaux que c'est à cause de toi que la crypto elle pète et que derrière ça explose. Donc ouais, ça j'ai trouvé ça vraiment ridicule, pour pas vous mentir. Il y a plein de youtubeurs qui ont réagi, plein d'influenceurs crypto notamment sur Twitter. C'est un peu bête, j'espère qu'il y aura une réponse de tout ça. En fait, le problème, c'est pas juste par rapport à la crypto, c'est la désinformation qui a amené. Ouais, exact. Second thème de l'actualité, qui n'est pas des moindres, CZ qui démissionne de Binance. Du coup, Simon, je te laisse nous en parler un petit peu plus. Ouais, alors pour ceux qui savent pas, les États-Unis notamment, ouais, je rapproche le micro. Pour ceux qui savent pas, les États-Unis mènent une guerre acharnée contre la crypto, notamment depuis l'élection de Joe Biden en 2020, avec sa prise de pouvoir en 2021, je dis pas de bêtises. Donc qui est un président démocrate et qui avait promis de réguler le secteur de la crypto-monnaie. Il y a un an, on a eu la chute de FTX, qui a fait beaucoup de mal à l'écosystème et qui a mis un coup d'accélérateur à toute cette régulation-là. Et du coup, les États-Unis, à travers la SEC, donc, qui est le bureau qui régit un peu tous les marchés financiers comme l'AMF en France, et notamment ce qu'on appelle le DOJ, qui est le ministère de la Justice américain, qui attaque pas mal d'exchanges, pas mal de projets crypto. Donc il y a Binance qui a été attaqué, il y a aussi Kraken qui a été attaqué, Coinbase aussi qu'ils ont attaqué également, alors qu'ils sont listés en bourse, quoi. Je trouve ça assez hallucinant que la SEC attaque une entreprise qui est cotée en bourse, c'est-à-dire qu'ils ont validé le fait qu'ils se lancent en bourse, parce que ça doit passer par la SEC, mais ils l'attaquent quand même. Bon, il y a un peu, pour moi, beaucoup d'illogique dedans, dans tout ça. Je pense que c'est une volonté de manipuler le marché, on va y revenir, mais pour placer
je pense, des pions et pour préparer le futur. Donc, ils ont accusé Binance de blanchiment d'argent et de manquement en matière de réglementation et de comment dire, de protection pour les utilisateurs, etc. Donc tout ce qui est dans le cadre, voilà, blanchiment d'argent, lutte fiscale, etc. Ils ont accusé de plein de manquements là-dedans et il y a eu une enquête, etc. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours de ça, les États-Unis ont proposé de renoncer au procès donc pour Binance, contre une amende exceptionnelle de 4 milliards de dollars et quelques. Donc aux États-Unis, ça se fait beaucoup. En France, ça se fait quasiment pas. Il n'y a pas d'accord à l'amiable. En France, ça va à la justice. Les États-Unis, c'est un système judiciaire qui est totalement différent. Et donc, ils ont accepté parce qu'en vérité, s'ils ne payaient pas les 4 milliards, c'était procès. Et si au final tout était justifié, ça aurait pu aller beaucoup plus loin pour Binance. Et là, ça aurait pu faire très très mal au marché. Et donc, ils ont eu la réaction très intelligente de se dire ok, on va payer. Peut-être qu'on est coupable, peut-être qu'on ne l'est pas, mais on veut éviter le procès. Après, on verra l'enquête, etc. Donc voilà. Donc, ils ont payé. Et CZ, justement, qui est le CEO de Binance, qui était le CEO de Binance, a plaidé coupable de son propre chef. Et dans l'accord qu'il a signé avec le ministère de la Justice américain, a démissionné de sa fonction de CEO de Binance et renonce pendant 3 ou 5 ans à toute position exécutive au sein de Binance, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas prendre des décisions majeures pour l'avenir de l'entreprise. Alors il reste tout de même actionnaire majoritaire parce que c'est le fondateur ou le cofondateur de cette plateforme-là. Il reste dans le board, dans le conseil d'administration, il se retire de ses fonctions et lui, il paiera une amende s'il est reconnu coupable de 50 millions de dollars parce qu'il va avoir un procès pour CZ, mais pas de procès pour Binance. Donc voilà, donc c'est une news qui a fait beaucoup parler. En vérité, moi, j'ai pas vu beaucoup de gravité dans cette news-là. Je me rappelle que, justement, en 2020, on avait aussi Arthur Mays, je sais plus exactement, c'est le fondateur de BitMEX. Alors BitMEX, ça existe quasiment plus aujourd'hui, mais c'est une plateforme qui était très connue à l'époque, où on faisait, du coup, c'était la première plateforme où on pouvait faire du trading de crypto avec levier. Il y avait énormément de manipulations sur cette plateforme. Bref, c'était un peu la folie à cette époque-là. Et pour les mêmes accusations, il a step down, donc il a laissé son poste. Et puis après, ça a lancé quand même le marché, alors que BitMEX était quand même une des plus grosses plateformes à l'époque, un peu comme Binance. Donc voilà. Donc je pense pas tellement de gravité, et c'est pour ça que le marché aussi a, comme Rémi l'a dit au début du podcast, de fou, au début, dans les minutes qui suivaient, j'étais au cinéma, je regardais en même temps parce que j'avais des positions, je me disais putain, qu'est-ce qui va se passer. Dans les minutes qui a suivi, ça a pris de la valeur, après ça a descendu, ce qui est en vérité normal parce qu'on parle quand même de la CZ, soirée, elle était full rouge, mais ça n'a pas craché non plus, le lendemain, c'était reparti. comme ça aurait pu être dans le cas en bear market. Bien sûr. Et c'est là aussi on voit que le marché a pris en maturité et change de cycle. C'est le comportement qu'il a face aux news. Si demain on a une news qui est extrêmement bearish et que le marché perd 5% ou reste assez flat, bah c'est qu'au final il y a très peu de pression vendeuse, beaucoup de pression acheteuse, et que le marché a plus envie de partir à la hausse. Et inversement, si on a des news qui sont positives comme le TF Spot, et ben on voit que en un claquement de doigts, le marché, il part très rapidement à la hausse. Après, je pense pas que ce soit non plus une nouvelle trop négative, tu vois. Ça aurait pu être pire, je pense, pour Binance. Et surtout, CZ, je pense pas que c'était le gars le plus apprécié dans l'écosystème crypto-monnaie, tu vois. Il y a des mecs qui sont réjouis du fait qu'il se soit fait tège, entre guillemets. Moi, je pense qu'ils ont voulu le retirer de tout ça. Et au final, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on essaie d'aller un peu plus loin là-dedans, c'est regarder qui a été nommé maintenant le nouveau CEO, c'est Richard Teng, donc qui était avant l'épisode là qui s'est passé il y a quelques jours, il était vice-président de tout ce qui est développement des affaires de façon continentale, donc un assez gros poste en termes d'exécutif. Et auparavant, il était président d'équivalent de la SEC, de l'AMF, etc., de tout ce qui est dans tout ce secteur-là. Et c'est une personne qui vient aussi du World Economic Forum, et c'est là où c'est assez intéressant de pousser un peu plus le raisonnement. Et moi, c'est ce que je pense au fondement, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien que les monnaies numériques centrales vont arriver dans très peu de temps. Je crois que pour la zone euro, c'est 2026, si je dis pas de bêtises. 2027 sur la roadmap. 2027, les États-Unis, pareil, à plus ou moins. Et donc, au final, on commence et surtout, BlackRock qui va commencer massivement à acheter du Bitcoin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le TF Spot, ça va être un énorme moyen pour tout le monde d'investir. Mais qui va détenir les BTC ? C'est BlackRock, à travers Coinbase notamment. Mais c'est BlackRock qui vont appartenir les Bitcoins. Et donc, ça va devenir, je pense, dans le temps, un des plus gros détenteurs de BTC. Et pour moi, je pense que ces moves-là qui sont de l'intimidation pure et dure de la part des États-Unis contre Binance, pour pouvoir dégager un acteur très influent, pour placer quelqu'un, je dis pas qu'ils peuvent manipuler, mais
qui vient du World Economic Forum. Je vous laisserai faire vos recherches là-dessus, libre à chacun de penser ce qu'il veut de ça. Mais pour moi, je me dis que c'est un épisode de manipulation pour encore plus laisser la main à BlackRock et à des acteurs institutionnels et à terme centraliser le Bitcoin et peut-être les crypto-monnaies. Parce que je trouve ça très dommageable par ailleurs. Ouais, mais d'un côté, ça va permettre d'amener beaucoup d'adoption. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être larguées sur comment avoir un wallet décentralisé, etc. C'est vraiment une manière simple. Moi, je vois, il y a des personnes qui me disent « Ouais, Rémi, comment je peux commencer en crypto-monnaie ?» Bah, c'est vrai que je vais pas les emmener directement sur une Ledger ou sur un DEX. Ouais, vraiment pas. Je vais leur dire commence avec Binance et on discute un peu des DEX, des cold wallets, etc. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut vite devenir compliqué. Les gens, ils peuvent décrocher parce qu'il y en a, ils sont pas forcément passionnés ou ils ont pas forcément la vision encore quand ils démarrent. Mais c'est vrai que le principe de la crypto-monnaie, en fait, c'est de la détenir toi et pas une plateforme. Donc c'est vrai que... Après, ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, c'est que Joe Biden, il a été élu quand ? 2021. Ok, mais l'enquête, elle était là depuis 2018, tu vois. Ça fait... Peut-être 2020. Hein. Non, il a été élu en 2020. Oui. Les élections aux États-Unis ont toujours lieu quelques mois avant la prise de mandat. Donc c'est toujours fin d'année, donc octobre-novembre. Okay. Et après, le président prend ses fonctions en janvier de l'année qui suit. Et parce que il y a eu des accusations, on va pas dire graves, mais ouais, Binance a aidé à financer le Hamas. Non, pas financer. À transférer de l'argent avec le Hamas, Daesh, plein de réseaux terroristes et tout. Exactement. Mais j'ai envie de dire, est-ce que le dollar non plus ? Est-ce que l'euro non plus ? Est-ce que toutes les monnaies aujourd'hui peuvent servir à financer la drogue, peuvent servir à financer l'Irak, l'Afghanistan, toutes ces choses-là, quoi. C'est de l'argent, c'est de la monnaie. Il faut que les gens comprennent et arrêtent de dire, c'est comme si demain, un dealer de drogue, il envoie de l'argent sur Revolut. Est-ce que c'est de la faute de Revolut ? Non, c'est pas de sa faute, quoi. Donc c'est ça le problème. Et encore une fois, dans les journaux, on voyait des fois des gens dire ouais, mais regardez les statistiques, il dit que plus de tant de millions sont utilisés par des dealers pour blanchir de l'argent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, qui te dit qu'il n'y a pas la blanchisserie ou je sais pas moi, le kebab de ton quartier qui blanchit pas de l'argent, pourtant on va pas accuser l'euro, c'est pas de la faute de l'euro, tu vois. Pour moi, tout est une question de manipulation d'information, tu vois. Quand on en parlait tout à l'heure justement avec ce qui se passait sur France 2, ouais. Aujourd'hui, les journalistes, eux, ils répondent juste à ce que la rédaction leur demande. Et la rédaction répond aux ordres du bureau qui est en haut. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, les médias sont centralisés, appartiennent la plupart du temps à des milliardaires qui veulent faire passer l'information qu'ils souhaitent, tu vois. Donc aujourd'hui, sur ce qu'on voit notamment sur les cryptos, c'est parce qu'il y a un but précis derrière pour que les personnes se désintéressent, ne veulent pas aller sur ce domaine-là, pour pouvoir peut-être rester et sûrement favoriser l'adoption des monnaies numériques de banque centrale à l'avenir. Ouais, en gros, pour conclure sur ce thème-là, parce qu'on a d'autres choses à voir aussi également, je pense que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est pas non plus la meilleure nouvelle possible parce que Binance ne peut plus exercer aux États-Unis pour le moment. Mais c'est au profit de Coinbase. Coinbase qui, depuis le début de l'année, a pris plus de 70% en bourse. Son entrée en bourse était un véritable crash. Tout le monde partait du principe que c'était une très mauvaise idée. Je me suis fait avoir. Moi, je savais d'ores et déjà que ça allait être le cas. J'ai pas du tout mis de billes dessus. Fait avoir, Mais c'est vrai que depuis un an, plus de 70% en bourse. C'est pas des cryptos, c'est en bourse, donc c'est plus lent. C'est très très bien, je pense, à mon sens. Et Coinbase qui commence de plus en plus à sortir du lot. Avant, c'était vraiment la plateforme qu'on n'utilisait pas du tout. Ou alors qu'il y a beaucoup de frais. Énormément de frais, hein. Vraiment, c'est toujours le cas, c'est ça le problème. Mais qui commence à aller vers le Web 3.0. On a des wallets décentralisés Coinbase. On a beaucoup plus de cryptos. Hein. Moi, quand j'ai commencé, il y avait 10 cryptos sur Coinbase. Hein. J'avais investi sur les 10, aussi simple que ça. Et c'était ça le gros problème. Aujourd'hui, ça commence vraiment à pourquoi pas être, on va dire, la solution B de... en gros, il y a Binance que tout le monde utilise. Et peut-être que, pourquoi pas, à l'avenir, plus utiliser Coinbase quand tu démarres, en tout cas, les crypto-monnaies, que Binance. Après, le gros point noir, c'est les frais qu'il y a dessus qui sont quand même énormes, quoi. Après, je pense pas que ça soit une mauvaise nouvelle. Je pense que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça va amener plus de compétition entre différents... C'est comme les banques, il y a plein de banques qui font la compétition entre eux. Et il faut pas avoir une plateforme qui a le monopole. Et en fait, Binance, j'avais l'impression qu'elle avait vraiment ce rôle-là. Ouais. Et c'est vrai que je pense que ça va vraiment venir se dispatcher sur... Et Binance qui enchaîne les mauvaises nouvelles aussi, parce qu'il n'y a pas longtemps, ils ont retiré la carte Binance, qui était ce pourquoi la plupart des gens utilisaient Binance. Parce que franchement, pour vous mentir, c'est un game changer à la carte. Ouais, c'était bien. Franchement, c'est un truc de fou. T'as Bybit maintenant, enfin, qui a une carte aussi. Mais eux, je pense que quand ils vont se choper la régulation dans la gueule,
Je pense que ça va leur faire mal aussi également, parce que eux, c'est très nouveau, ils sont très récents. Je crois pas qu'ils aient l'accréditation AMF encore. Ils ont pas le PSAN. Ils ont pas le PSAN, ils ont pas toutes ces choses-là. Donc je pense que quand ils vont l'avoir, je pense que les futurs, ça va être ciao. Je pense que la C'est carte... déjà le cas, je crois. Non, 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 Pour non. les nouveaux utilisateurs. Ah, c'est vrai. Pour les nouveaux, ils peuvent même plus créer de compte. Ouais, ils ont fermé l'accès. Ouais, truc Ah de ouais, fou. carrément. Ouais, c'est ce que je dis depuis toujours. Depuis le 1er octobre. Bybit, tout le monde dit c'est exceptionnel et tout. Les gars, c'est juste qu'ils sont pas encore régulés. Et quand ils vont être régulés, ça va être baffe dans les dents. Ouais, peut-être. Crypto.com, on n'entend plus du tout parler. On sait pas du tout ce qu'ils font. Ils ont perdu tellement d'argent dans le marketing avec Crypto.com Arena, Crypto.com sur tous les trucs UFC. C'était prévisible en vérité. Clairement. Au début, il y avait des offres de bienvenue où tu gagnais 50 € en CRO à l'époque. Le cashback sur les cartes. Le cashback, c'était Moi, ce exceptionnel. que je disais à tout le monde à J'ai l'époque, beaucoup fait fonctionner ça. c'est que ils peuvent pas fonctionner dans le temps en donnant de l'argent, parce qu'ils vont tout cramer à un moment donné. Exactement. Ouais. Et surtout s'il y a à un moment des utilisateurs qui commencent à partir de la plateforme, ils vont commencer dans le négatif en termes de balance financière. Et Donc, ils ont forcément, licencié, ça je crois, va être, 80% de leur personnel. Hein. C'est vraiment abusé. Pendant le bear market, ils ont saigné, mais vraiment saigné de fou. Hein. Après, c'est quand même solide comme boîte. Hein. Ouais, Plus c'est que solide. ce qu'on pense, donc à mon avis, ils vont renaître de leur cendre. Je pense. C'est Mais meilleur je qu'une pense autre. que Binance, ça commence vraiment à devenir pas de moins en moins intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a plus ce pourquoi on y allait. Ouais. La carte Ça bleue, redistribue les cartes. les futurs, toutes ces choses-là. Maintenant, CZ qui part de la plateforme. Après, je pense que Binance, c'est comme solide. Il y a plein de gens, quand il y a eu l'arrestation de CZ, enfin l'arrestation entre guillemets, qu'il a démissionné, il y a plein de gens qui m'ont dit est-ce que je dois retirer mes moi profits, enfin mes gains de Binance, enfin je dois retirer mes cryptos. Je dis bah non, Binance c'est toujours là, c'est toujours présent, tu vois. Donc je pense pas, mais c'est vrai que Binance ils font des choix, des fois ils ont relisté, on va en parler vite, très brièvement, ils ont relancé l'UST. L'UST, c'est la crypto-monnaie de Luna qui a fait faillite, c'est le stablecoin. Stablecoin, ouais. La crypto est descendue à 0. Ils l'ont relisté. Pourquoi faire? Le truc avait pris 40%. Là, alors que c'est un stablecoin. Un stablecoin qui prend, je crois, c'est entre 40 et 60% en 24 heures. Et Binance le reliste. Des fois, il y a des trucs, je me demande, mais pourquoi même ils ont listé la dernière fois le même coin en forme de caca. Il y a des choix. En fait, hein, Ils se font de l'argent choix, dessus, mais ouais. c'est des choix qui décrédibilisent totalement la compagnie, quoi. Comment tu peux lister un caca, même si, à la rigueur, il y a un engouement derrière, comme avec le Shiba. Je suis d'accord, let's go, c'est une très bonne nouvelle. Avec le Shiba, ça nous a fait exploser. Mais le même coin, quoi. Qui avait ça dans ses mains? Personne n'avait du même coin. Que ce soit même de l'UST classique. Personne n'avait encore ça. Pourquoi le relister alors qu'on sait que ça a fait perdre des millions et des millions? Moi, je dis que Binance, ils prennent des décisions. Des fois, je me dis, mais ouais, pourquoi? Ok, ça rapporte de l'argent à la compagnie, mais est-ce que c'est tant la hesse que ça que d'accepter des trucs comme ça? Non, même pas. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de Binance, mais moi, je me souviens que Bybit, je sais plus c'était quand exactement, c'était au mois de mars, quand on a eu le dépeg de l'USDC pendant l'épisode du crash des banques, c'était au mois de mars. Bybit, ils ont lancé un produit futur sur l'USDC, c'est-à-dire que tu pouvais shorter l'USDC avec du levier ou acheter avec du levier. Donc je pense qu'en fait, c'est juste pour répondre à une certaine demande d'utilisateurs qui sont plus dans la côté crypto dégène, tu vois, avec beaucoup de risques et qui souhaitent spéculer sur ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça décrédible parce qu'on se dit pourquoi faire ça, ça n'a aucun sens pour un utilisateur lambda ou un investisseur lambda. Mais il y a de la demande s'ils font ça et surtout qu'ils font de l'argent, tu vois. L'écosystème est bizarre et puis ça restera comme ça, je pense. Ok, ça marche. Il va nous rester quelques temps. Maintenant, on va parler d'un autre domaine, pas forcément des cryptos, mais plus de la bourse. C'est que Rémi, on va pas dire un professionnel, c'est un grand mot dans le domaine de la bourse, mais quelque chose qu'il maîtrise énormément. Donc Rémi, je sais pas si tu as des petites news, en tout cas l'actualité du moment. Je sais qu'on a acheté il n'y a pas longtemps LVMH. Attention, c'est pas un conseil en investissement. Comme dit Simon, tu avais dit quoi déjà l'autre jour? J'ai dit big up à nos amis régulateurs. Les gains passés ne reprennent pas les gains futurs. Les amis, on vous aime. Voilà, au moins vous avez le gros disclaimer. Les gars, on n'est pas là pour vous dire sur quoi investir. Et surtout, vous allez commencer. Enfin, imagine, tu regardes cette vidéo-là dans 2 ans. C'est pas maintenant qu'il faut acheter LVMH. Donc, on parle de choses qui se passent actuellement le 28 novembre, excusez-moi. Donc, voilà, vous êtes dans le contexte. Ça se trouve, ce qu'on dit, ce sera dépassé dans quelques mois. Donc, partez du principe que voilà, ce qu'on dit maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter là maintenant tout de suite. Mais j'ai pu acheter LVMH il n'y a pas longtemps. Je possède déjà des actions Apple, Tesla. Voilà, j'ai un bon portefeuille. Donc, aujourd'hui, tu me parlais tout à l'heure du SP500 qui a surperformé.
Donc comment ça se passe actuellement? Alors actuellement, c'est vrai qu'on est dans une période d'entre-deux parce que graphiquement, on a des schémas qui ressemblent un petit peu à ce qu'il y avait eu dans des grandes crises 2008, 1929. Cependant, quand on regarde toutes les métriques et la santé du marché, quand on regarde les conjonctures économiques, on n'a pas d'indicateurs qui nous montrent une prochaine chute récente. Donc je pense que là on est vraiment dans des instants aujourd'hui où on va avoir un dénouement, soit à la hausse, soit à la baisse. On est le 28 novembre, donc moi l'indicateur que je regarde beaucoup et j'invite les gens à regarder notamment, c'est au niveau du VIX. En fait c'est l'indicateur de volatilité. Volatilité, ça se traite d'ailleurs ça. Ouais. C'est soit le suicide, soit t'es millionnaire, c'est un truc de Ouais, fou, ça c'est un truc de ouf. Mais ouais, en fait, c'est un indicateur qui est vraiment performant parce que dès que tu le vois baisser, en fait, tu as une corrélation directe avec le marché qui est en train de monter, en tout cas pour le S&P 500. Et quand il va dépasser un certain seuil au niveau des 15, 20, 30 en termes de valeur, Ouais. en fait, là, on va vraiment rentrer dans des moments où le marché va commencer à baisser. Là, c'est vrai qu'on est à 12, donc on est vraiment sur un profil haussier. Franchement, le marché il se porte bien. Après, voilà, ça dépend des secteurs. Hier, on a fait un live avec Simon. Justement, on parlait des valeurs en fonction des cycles. Donc, c'est vrai que tu as 4 phases de cycle majeur avec la récession, la reprise, l'expansion, la surchauffe. Et en fait, sur ces 4 phases, tu vas avoir différents types de valeurs qui sont plus intéressantes et qui vont plus prendre en termes de profit, en termes de bénéfices, qui vont se démarquer Ouais. et qui sont intéressantes sur lesquelles investir. Donc, le but, c'est vraiment de repérer par rapport à un cycle économique, où est-ce qu'on se situe et par rapport au déphasage qu'il y a avec la bourse, parce que voilà, la bourse est toujours en anticipation, savoir un petit peu où on se trouve et comment on peut investir. Mais déjà, voilà, les principes de base en fait pour se construire un portefeuille boursier, c'est de se dire, bah voilà, il faut avoir une vision long terme sur des décennies pour justement constituer son patrimoine financier à l'avenir, sa retraite. Et moi, voilà, l'argent que j'ai réussi à me faire en crypto-monnaie de manière rapide, qui est un très bon levier, la crypto, c'est vrai que j'ai réinvesti beaucoup d'argent dans la bourse pour vraiment cet esprit de portefeuille-là. Donc, avec une grande portion en ETF de manière passive, comme ça, je ne me prends pas la tête Ouais. et je suis sûr d'avoir un rendement intéressant. Et après, voilà, une stratégie en stock picking, donc avec des choix d'actions Ok. en fonction de ces cycles et des secteurs intéressants. Donc voilà, les 3 métriques principales en fait qu'il va falloir regarder, ça va être surtout la santé d'une entreprise, la santé parce que voilà, il y a des entreprises qui vont être dévaluées en termes de valeur ou qui vont être surévaluées, mais il faut regarder certaines métriques au niveau, voilà, est-ce qu'elle fait du chiffre d'affaires croissant ou pas, est-ce que elle a du free cash flow, est-ce que les bilans sont bons. C'est des principes simples, on n'a pas besoin d'être comptable en fait pour regarder ça. Clairement, c'est pas compliqué. Voilà, donc si tu regardes la santé de l'entreprise et qu'elle est bien et que tu vois qu'on est sur des niveaux techniques graphiques intéressants, avec un peu de connaissances, tu peux trouver des très bons points d'entrée. Bien sûr, si tu veux aller chercher à optimiser et surperformer le marché à long terme, c'est toujours compliqué, donc Ouais. faut des compétences quoi. Faut pas se lancer à la tête baissée, il faut se former avant. Ouais. Bah franchement, le domaine des actions, c'est un domaine, je peux pas dire qui est sous-coté, parce que c'est beaucoup plus gros que le domaine de la crypto-monnaie, Ouais. ça c'est sûr. Mais en tout cas, pour les personnes qui font de la crypto, ils parlent souvent que crypto. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Surtout, je vais pas dire que c'est plus stable, mais c'est pas demain la veille que tu verras à moins 90% sur certaines actions, tu vois. Après, sur les grosses, je parle bien entendu. Ouais, à part Alstom qui a fait un moins 40, je crois, il y a pas longtemps. Mais c'est vrai que même en action, on peut avoir de très belles performances. Ouais, pas de souci. C'est vrai qu'en action, on peut avoir de très très belles performances. Je pense notamment à Nvidia qui avait fait quasiment 400% sur la bourse. Donc on dirait une crypto-monnaie en l'espace d'un an. Donc il y a vraiment de très très belles choses à faire, même à court terme. Ouais, parce que ça, c'est le domaine de l'intelligence artificielle qui a explosé là récemment. Ça aussi, gros sujet, l'intelligence artificielle. Ouais, voilà, on n'a pas forcément le temps. Je pense qu'on fera peut-être un épisode 2 un autre jour avec Rémi ou même Simon. Mais on va conclure sur ça parce qu'on a malheureusement plus de temps. On pourrait débattre sur ce domaine-là pendant des heures et des heures et des heures. Enfin, débattre, discuter de tout ça. Mais voilà, je sais pas si vous avez un mot de la fin à dire, en tout cas, Simon, Rémi, pour pouvoir conclure un petit peu cet épisode. Moi j'ai un truc, mais tu veux dire Vas-y. Ouais, du coup, pour toutes les personnes qui nous regardent, faites attention à votre portefeuille. Déjà, le premier principe, si vous voulez commencer à investir, c'est de conserver votre capital.
de pas le mettre dans des actifs trop à risque non plus pour commencer. Il faut vraiment être vigilant sur les stratégies d'investissement. Si on ne le met pas sur un livret A, c'est pour avoir une performance supérieure, pas pour perdre de l'argent. Donc surtout, ne mettez pas d'argent dans quelque chose que vous ne connaissez pas et sans vous être formé un minimum au préalable avant de placer votre argent. Parce que c'est important dans la vie. Exact, ouais, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Hein, et on le voit, les gens qui font n'importe quoi quand ils suivent pas ces règles-là, tu vois. Non, mais c'était une discussion très intéressante. On a parlé de plein de sujets. Et puis, je pense que ça va servir aux personnes qui regardent le podcast. Beaucoup de plus-value. Et j'espère que vous allez mettre en action tous les conseils. Parce que le marché de la bourse va sûrement reprendre beaucoup de valeur. Une nouvelle peut-être expansion à venir avec le pivot de la Fed, etc. Pareil pour les crypto-monnaies. On approche très, très rapidement du halving. Le marché va continuer à monter, donc voilà, en tout cas j'espère que vous appliquerez les conseils et puis pourquoi pas une prochaine fois. Ouais, bien sûr. Nickel. Bah, merci à Simon, merci Rémi d'être venu. Les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez si vous voulez des autres épisodes. Je vais essayer d'en sortir 1 ou 2 par mois avec pas forcément les mêmes intervenants. Je vais essayer d'en ramener 2-3 autres, même 4, 5, 6, bref. Dites-moi dans les commentaires qui vous voulez ou qui aimeriez-vous justement inviter dans cette émission-là. Alors, j'ai pas encore le nom, je vais le trouver d'ici là, vous en faites pas. Mais au sein de cette table-là, pour qu'on puisse en discuter, qu'on puisse échanger, qu'on puisse vous apporter un maximum de plus-value de manière totalement gratuitement. Donc si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, likez, commentez, tout ce qui va avec. Merci à vous les gars et on se dit à la prochaine. Merci à toi. Ciao. Lâchez un pouce bleu.